remettre bien dans le contexte, hein, on est bien ici sur le pôle de coopération des acteurs de l'insertion et de l'emploi Sud-Manche Pays Virois. Hein. L'objectif étant de faire connaître les différentes structures qui sont parties prenantes dans ces dispositifs de coopération, dans l'optique d'une journée d'interconnaissance qui arrivera ultérieurement. Hein. Donc, les présentations durent 1 heure, hein, avec un cahier des charges qu'on a établi ensemble au préalable. Hein. Ce que je peux vous proposer, c'est d'une part de couper les micros de manière à ne pas interférer avec les intervenants, hein, et de pouvoir poser vos questions via le chat de manière à ce que je puisse les relayer le moment venu, hein, et que M. Bourdon, Mme Pommier puissent y répondre le cas échéant. Hein. Est-ce que c'est un fonctionnement qui vous conviendrait? Ouais. Oui, parfait, Laura. Hein. Donc, je cède la parole à M. Bourdon, Mme Pommier, hein, et je coupe moi-même mon micro. Merci. Très bien. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc, on va se présenter dans un premier temps et puis après, je vais présenter donc, le dispositif. Donc, de mon côté, Stéphane Bourdon, directeur du dispositif inclusif Henri Vallon. Et donc, Lisa Pommier, responsable du service CESPRO, qui accompagne les jeunes de 15 à 20 ans. Donc, de mon côté, je dirige le dispositif inclusif Henri Vallon, qui est le pôle enfance de notre association, l'AGAPEL, l'association Grand Village des amis et parents d'enfants en situation de handicap, donc basé sur Grandville. Le dispositif, pour que tout le monde ait en tête, c'est l'ex-IME, ex-CESA de l'association. En ce qui concerne l'association, donc elle réunit donc le pôle enfance et un pôle adulte qui est lui-même composé des actes d'un FAM, foyer d'accueil médicalisé, et de foyer de vie. Donc, en ce qui concerne le dispositif inclusif Henri Vallon, que nous accompagnons des jeunes âgés entre 0 et 20 ans. Ça marche bien. Voilà. Donc, l'ensemble du dispositif que vous voyez sur le diaporama montre que nous accompagnons donc des jeunes de 0 à 20 ans et 20 ans et plus dans le cadre de l'amendement Creton. Historiquement, nous accompagnons des jeunes qui présentent une déficience intellectuelle ou une déficience motrice ou des jeunes qui présentent des troubles du comportement. Et puis, nous accompagnons aussi des jeunes polyhandicapés. Excusez-moi, Monsieur Bourdon, est-ce que vous pouvez passer en plein écran parce que il y a beaucoup d'informations et la définition est un peu petite. Alors, hop. Ouais. Et après, c'est une présentation globale et puis on rentrera plus dans le détail, ça va être beaucoup plus lisible par la suite. D'accord. D'accord, on va plutôt fonctionner comme ça. L'idée, c'est de présenter cette dimension de dispositif dans sa globalité, dans le sens où cette notion de dispositif permet vraiment, et dorénavant, d'apporter des réponses et d'assurer des accompagnements pour tous les jeunes qui sont en situation de handicap et sur le territoire de Grandville, sur le territoire de Coutances et à proximité sur le territoire de Villedieu aussi. Donc, c'est vraiment cette évolution qu'on connaît maintenant depuis officiellement le 1er janvier depuis 2020 dans le cadre de notre CEPOM associatif. Et donc, ce dispositif permet à l'ensemble des jeunes de bénéficier de l'ensemble des services. On va présenter un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais l'ensemble des services et d'éviter les effets filières de manière à être vraiment sur un effet gestion de parcours avec l'ensemble des jeunes et leurs familles. Donc, à titre d'exemple, un jeune qui était auparavant accompagné par le CESAD ne pouvait pas bénéficier du service d'accueil familial que nous avons au sein de nos services, alors que dorénavant, au titre du dispositif,
reconnu en tant que tel, c'est tout à fait possible. Donc, on peut avoir un jeune qui est scolarisé à 20 km de Granville et en même temps, il va pouvoir bénéficier d'un accueil au sein d'une famille d'accueil de manière temporaire ou alors de bénéficier d'une classe spécialisée qui est basée au sein d'une école de Granville. Voilà à peu près comment je peux présenter et définir le dispositif. Donc, au niveau des jeunes que nous accompagnons, actuellement, nous avons pratiquement une file active de 120 à 130 jeunes sur l'ensemble de l'année. Donc, qui peut se répartir au niveau des agréments entre 70 places pour la partie CES et CES Pro, donc ce qu'on appelle généralement la partie du semi-internat, et puis 46 places pour la partie SPMO, ex-CESA, donc le service de prestation en milieu ordinaire. Donc voilà comment est constitué le dispositif. Donc nous avons dans un premier temps donc le service de prestation en milieu ordinaire pour les 0-15 ans, donc sous l'angle de service mobile, ex-CESAD, qui se déplace au plus proche du domicile des jeunes et des familles, là où ils sont scolarisés les jeunes, là où ils sont au quotidien. Et donc, j'ai toute une équipe qui peut se déplacer dans leur environnement. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport au CESPRO, Madame Pommier le fera tout à l'heure. Donc, ce service d'éducation et d'enseignement spécialisé à dimension professionnelle pour les 15 ans et 15-20 ans. Ensuite, nous avons donc le service d'éducation et d'enseignement spécialisé pour les 0-15 ans, c'est-à-dire des unités classes inclusives qui sont basées au sein des écoles primaires de Granville, dont deux, l'école Jules Ferry et l'école Lanos. Une unité classe inclusive qui est, elle, basée au sein du collège Malraux, toujours sur Granville. Donc, ce service permet donc d'apporter des réponses en milieu ordinaire pour les 0-15 ans. Et à cela est adossé un service qui s'appelle l'Arche, qui permet aussi d'apporter des réponses complémentaires à la scolarisation de ces élèves, donc beaucoup plus dédiés aux stimulations sensorielles, par exemple, notamment dédiés auprès des enfants polyhandicapés ou des enfants TSA, avec des besoins spécifiques ou des besoins particuliers. À cela, on a donc le service des accueillants familiales spécialisés. Donc, historiquement, c'est un gros service de 27 places qui aujourd'hui est diminué de quelques places dorénavant. Donc, qui permet d'avoir un soutien et un appui pour les familles qui ressentent le besoin que leur enfant soit accueilli en famille d'accueil spécialisée, puisque ce sont des professionnels qui ont une formation en tant que telle et en capacité d'accueillir des jeunes en situation de handicap. Donc, adossé à ce service d'accueil familial spécialisé, Madame Pommier va en parler tout à l'heure, mais nous avons tout le service résidentiel, donc constitué d'appartements et avec en perspective le projet de créer un service, une structure d'hébergement de 6 à 8 places pour des jeunes de plus de 15 ans qui ont un besoin spécifique, qui ont une orientation foyer de vie ou masque ou femme, dans une dimension d'apprentissage de la vie au quotidien, mais au sein d'une structure collective. Et aussi de répit des familles. Et dans ce projet, on souhaite vraiment développer le répit auprès des familles qui auraient besoin d'une ou deux soirées de temps en temps pour pouvoir vaquer à leurs occupations, leur vie privée, ou alors consacrer aussi aux frères et consacrer du temps aux frères et sœurs de ce jeune qui serait accueilli en même temps sur cette structure d'hébergement. Donc voilà comment je peux présenter aujourd'hui l'ensemble du dispositif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'évolution, et ce qui caractérise dorénavant le dispositif, c'est de pouvoir accompagner n'importe quel jeune en situation de handicap sur le territoire de Granville. Ça veut dire qu'on a de plus en plus aussi des jeunes présentant un TSA, donc trouble du spectre de l'autisme,
Donc, de ce côté-là, on développe des compétences et des connaissances par rapport à d'autres jeunes présentant d'autres types de handicap ou d'autres troubles. On est sur le projet aussi, à terme, de pouvoir accompagner des enfants qui présentent des troubles sévères du langage et des apprentissages, des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité. Si vous le permettez, Monsieur Bourdon, je vais donner la parole à Madame Chevalier qui s'interroge sur les 0-2 ans dans le cadre du SES. Oui. Oui, bonjour. Du coup, ouais, en petite question, je mettais que je vois bien ce que vous mettez en place pour les enfants à partir de 3 ans, mais pour les 0-2 ans, en fait, je suis un peu plus, j'aurais un besoin un peu plus d'informations, si c'est possible. Oui, alors là, de ce côté-là, c'est somme toute lié à l'histoire, notamment dans le champ du polyhandicap où l'établissement avait reçu un agrément de 0 à 20 ans, donc avec une possibilité d'intervention et d'action précoce, ce qu'on n'en fait pas aujourd'hui officiellement, mais vraiment de pouvoir débuter l'accompagnement à partir des 3 ans. Maintenant, l'objectif aussi du dispositif, et ça rentre aussi dans le cadre de notre CEPOM, c'est comment on peut mener une coopération avec tous les services médico-sociaux de l'action précoce et d'apporter des réponses le plus rapidement possible auprès de ces enfants, mais plutôt dans une optique de coopération que d'un suivi intégral. Et là, forcément, je pointe directement le service de prestation en milieu ordinaire. Donc voilà, donc il y a à la fois ce qui est lié à l'histoire et puis ce qui aujourd'hui nous guide en tant que dispositif pour pouvoir intervenir le plus précocement possible dans les situations. C'est bien ce qu'il faut retenir de ce côté-là, c'est que cette mise en œuvre du dispositif nous a permis aussi, de par son organisation, de par la réorganisation, notamment au niveau du service mobile, de pouvoir intervenir sur beaucoup plus de situations qu'on le faisait jusqu'auparavant. Pour donner un exemple très simple, on était sur une moyenne au niveau du SPMO à 3 séances par enfant. Aujourd'hui, on ne calcule plus du tout de la même manière, c'est-à-dire qu'on va regarder les réels besoins de la personne et à cela, avec nos ressources, eh bien, on peut avoir une situation de jeune qui va bénéficier d'une séance par semaine, un autre qui va bénéficier de 2 séances par semaine, un autre de 3, de 4, enfin, voilà. Et on peut aller même jusqu'à n'intervenir qu'une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Donc, on a élargi le spectre de nos interventions de manière à apporter une réponse équitable sur l'ensemble du territoire. Parce que le constat qui a été fait, c'est qu'on avait 25 situations de jeunes en attente pour 40 jeunes qui étaient accompagnés, 42. Et donc, l'idée, c'est comment on pouvait à la fois diversifier les réponses, mais aussi apporter plus de réponses à l'ensemble des situations qui se présentaient. Donc, on a dû repenser aussi le projet, mais ça, c'est une autre présentation que je pourrais faire. Qui est aujourd'hui aussi à prendre en considération au niveau du mode de financement. Donc, on est sur une dotation globale. Donc, l'autorité de tarification, c'est l'ARS, avec un budget caisse primaire d'assurance maladie, donc à 100%. Donc, je vais laisser la parole à Lisa Pommier pour la suite, dans la présentation du service. Je suis en train d'admettre en même temps des personnes. Donc, avant de laisser la parole à Lisa, donc, ce que je voulais signifier, c'est que le CES Pro, et par rapport à ce qui nous rejoint et nous regroupe aujourd'hui, c'est que le CES Pro du DIV s'engage à mettre à disposition l'ensemble des ressources par rapport au réseau Sud-Manche Pays Virois, en tous les cas sur le pôle de coopération des acteurs de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Donc, on part vraiment du principe que l'ensemble des services, l'ensemble des ressources qui vont être présentées peuvent être disponibles pour les acteurs du réseau.
Reste à, bien évidemment, bien déterminer les besoins et comment, au sein de notre dispositif, et notamment au niveau du CES Pro, on peut y répondre. Donc, pour compléter, peut-être finaliser tout cela, il faut bien prendre en considération que l'ensemble de nos services s'appuie sur le droit commun. Et donc, on va d'abord aller chercher les services de droit commun au niveau de notre territoire pour pouvoir répondre aux besoins et apporter ce plus, je dirais, sur le côté spécialisé. Mais notre porte d'entrée, systématiquement, quels que soient les services, ça va être de voir qu'est-ce qui existe sur le droit commun et comment, ensemble, on peut réunir l'ensemble des acteurs pour pouvoir proposer les meilleures ressources au regard du projet qui se présente. Donc le CES Pro, c'est 7 lieux, 7 services répartis tous sur Granville. Et l'idée, donc on est vraiment en structure éclatée, et l'idée c'est vraiment de favoriser le plus possible les déplacements autonomes dès que c'est possible, et d'éviter l'effet de regroupement. Donc ça pareil, c'est vraiment historique à l'établissement, enfin au dispositif maintenant. Ah, tu peux passer, tu veux prendre mon détail après. Donc là, je vais vous décrire les différents services de la première diapo. Donc déjà les ateliers professionnels, donc là je les ai listés. Ils sont tous encadrés par des éducateurs techniques, des ETS ou des CESF. Et donc là, c'est les mêmes, ce qu'on peut connaître dans les IM Pro, avec des missions d'accompagnement vers les apprentissages très professionnels, apprentissage pratique, apprentissage de vie. Donc c'est vraiment très global. C'est vraiment, on ne forme pas un métier. L'idée, c'est vraiment d'avoir des compétences transversales et que les jeunes peuvent ensuite réutiliser dans la vie de tous les jours et puis dans leur orientation future. Donc, on a une diversité d'orientation sur les ateliers. C'est pour ça que je parle pas que d'apprentissage professionnel, mais d'apprentissage au sens large. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont à la fois orientation travail, soit milieu ordinaire ou ESAT, des jeunes qui vont plutôt être orientés vers des foyers de vie, et allant jusqu'à des jeunes qui sont plutôt orientés vers des foyers d'accueil médicalisés. On a des groupes qui sont hétérogènes. Donc, sur un même groupe, on peut avoir des jeunes avec des besoins d'accompagnement plus importants et d'autres jeunes beaucoup plus autonomes. Donc, ça demande beaucoup d'adaptation aussi de la part des professionnels. Et on n'a que quelques demi-journées où on a vraiment des groupes plus à vocation travail pour travailler le rythme et se mettre vraiment dans les conditions d'apprentissage professionnel. Et ce que je voulais préciser, c'est que on a 4 éducateurs sur 5 qui sont formés aux dispositifs différents et compétents. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce dispositif-là. Donc, tous les ans, on accompagne en moyenne 4 jeunes dans ce dispositif-là. Excusez-moi. La classe, donc un autre service, on a un enseignant à temps plein et 2 ou 3 demi-journées en plus d'enseignants d'une répartition, parce qu'on avait des besoins de scolarisation assez importants. Donc la classe, elle est à la fois en interne. Alors quand je dis en interne, c'est par un lieu dit inclusif. Une demi-journée par semaine, l'enseignant se déplace en atelier, donc sur les différents ateliers du CES Pro, pour travailler en lien avec les éducateurs techniques et en direct avec les jeunes pour vraiment que les apprentissages deviennent concrets. On est vraiment sur des choses très pratiques, on n'est pas sur du scolaire pur. Voilà, c'est vraiment du scolaire qui doit servir dans la vie quotidienne, soit pour les recettes en éducation culinaire, les mesures en menuiserie, que ça prenne vraiment du sens pour les jeunes. Et on a également un partenariat avec le lycée hôtelier. Donc, ça fait quelques années maintenant. On y est 2 demi-journées par semaine. La classe, l'enseignant va avec ses élèves 2 demi-journées par semaine. Et là, on parle d'inclusion par projet. C'est-à-dire que là, cette année, par exemple, il y a un projet service et cuisine avec des élèves de bac pro. Mais donc ça, tous les ans, en fait, on y est tous les ans et les projets changent en fonction des classes qui arrivent. Les enseignants montent le projet avec notre enseignant en interne en fonction de leurs besoins et des besoins de nos jeunes. Alors, le service d'insertion socio-professionnelle, donc c'est un CESF qui est là depuis, il y en avait un avant, mais là voilà, qui a pris ses fonctions il y a 1 an et demi. Donc, il est chargé du suivi des jeunes dans l'ensemble de leurs projets de sortie, on peut dire. Il les suit maintenant dès qu'ils arrivent sur le CES Pro à partir de 15 ans. Et alors, il s'occupe de visites d'entreprise, des actes, d'établissements, des stages de la sécurité routière.
Il a des liens très importants avec le jeune. C'est pour ça que c'est important qu'il le rencontre dès qu'il arrive, parce qu'il est vraiment une aide aussi dans la définition du projet professionnel des jeunes et éviter justement ce côté un peu filière, ESAT. Il travaille vraiment sur les souhaits, les envies du jeune et essayer de faire correspondre ça avec son orientation. Lien important avec les familles, parce que on se rend compte que les familles, en fait, ils se rendent pas. Enfin, c'est compliqué, arriver à 15 ans, se dire qu'est-ce que va devenir mon enfant, qu'est-ce qu'il y a après. Donc ça, ils travaillent beaucoup là-dessus, et avec les référents PPA aussi. Et il y a évidemment un lien important en externe avec les entreprises, les différentes structures du médico-social, Cap Emploi, et puis j'en oublie aussi sûrement. Donc, le service résidentiel et la vie quotidienne. Donc, on a 2 monitrices éducatrices qui travaillent sur ce service. Donc, on a des temps de soirée. Donc, on a un appartement où les jeunes apprennent l'autonomie domiciliaire. 2 appartements en nuitée. Donc là, il y a une possibilité d'un veilleur de nuit, mais il ne fait qu'un passage dans la nuit. Et un appartement autonome où là, le jeune est vraiment beaucoup plus tout seul et a vraiment le numéro de l'astreinte en cas de besoin. Les collègues travaillent aussi donc des temps en journée pour des jeunes qui n'ont pas vocation à passer des nuits en appartement, qui ce serait un peu trop compliqué qu'on donne une surveillance, mais de pouvoir apprendre aussi à faire les courses, à entretenir une chambre, voilà. Des cycles de théâtre et des cycles de questions de jeunes. Alors, questions de jeunes, c'est tout ce qui est là, les questions que les jeunes se posent sur les relations, sur leur orientation aussi, parce que c'est bien de reprendre dans d'autres lieux, de travailler un CV, enfin voilà. C'est vraiment en fonction des questions que les jeunes peuvent poser, que les parents peuvent se poser aussi. Voilà, on essaie de travailler aussi en lien avec les parents sur ces questions-là. Alors, une unité d'activité sensorielle qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants, enfin surtout des jeunes adultes en l'occurrence en situation de polyhandicap. Donc, on a des accompagnements très individualisés sur cette unité-là, et notamment, on arrive vraiment à mieux cibler les besoins. On a vraiment tout un pan d'évaluation qu'on met en place depuis une année, qui s'appelle l'ECP, et qui nous permet vraiment de cibler là où en est le jeune et ses besoins, et du coup de pouvoir mettre en place tous les outils de communication et des apprentissages vraiment adaptés avec les jeunes. Donc là, c'est vraiment une démarche dans laquelle on s'engage depuis 2 ans peut-être maintenant. Donc ça avance bien. Et on a aussi des jeunes qui viennent par demi-journée quand les jeunes saturent un petit peu du pro, parce qu'on a beaucoup d'ateliers pro, alors que des jeunes ne sont pas forcément en orientation professionnelle. Donc d'avoir 1 ou 2 demi-journées par semaine avec des activités plus créatrices, de la musique, histoire de changer un petit peu de la semaine en atelier. Les activités physiques et sportives, donc là, c'est 2 éducateurs techniques qui interviennent sur tout le DIV pour tous les jeunes. Et là encore, on utilise les salles de grand ville, la piscine, on n'a pratiquement pas d'équipement en interne. Et enfin, le SPMO Pro, donc l'anciennement CESAD. Donc là, c'est un service, donc les 15-20 ans maintenant sont rattachés au niveau du CES Pro, et on a une éducatrice qui est référente PPA, avec une référente de soins également, et on accompagne vraiment les jeunes là donc c'est le même principe qu'un CESAD, mais on est vraiment sur l'orientation professionnelle, et puis tout ce qui s'ensuit, parce que c'est aussi l'hébergement, c'est aussi travailler avec les familles, travailler en lien avec les écoles de formation, recherche de stage, voilà, globalement. Donc, avant de conclure, ce qui est important de repérer, c'est qu'on a une multitude de partenaires. Donc, il est évident qu'on va travailler régulièrement avec l'Éducation nationale, avec le conseil départemental. Je peux citer des partenaires comme le RSVA, le centre hospitalier Avranches-Granville. Nous avons aussi sur le dessus une manche, et puis en lien avec Stéphane Mouru sur l'IME de Vire, une coopération assez forte entre les ESMS, qui fait que ensemble on arrive à construire les uns et les autres des réponses, sans forcément faire de copier-coller, mais en tous les cas de pouvoir ajuster les réponses. Autre exemple, nous avons un groupement de coopération
du social et médico-social entre le dispositif inclusif Henri Valence de Granville et le DISPA pardon, d'Avranches, qui permet d'avoir une étroite collaboration, de pouvoir et de permettre aux jeunes de bénéficier de l'ensemble des services, l'ensemble des ressources déjà existantes sur les deux structures. Ça permet aussi de formaliser des échanges de pratiques et puis d'être vraiment sur la complémentarité. Donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'un jeune avec un besoin particulier fasse une partie de sa formation sur Granville et aille sur Avranches, sur le DISPA, pour parfaire sa formation ou avoir un complément de formation au regard de son projet professionnel. Donc, l'idée qu'on développe en tous les cas sur le DIF, c'est d'être vraiment sur cette coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire, et avec un double enjeu, c'est évidemment, historiquement, on est très ouvert sur l'extérieur, mais aussi comment les acteurs, et ça c'est l'objet de nos échanges, comment les acteurs qui interviennent sur le territoire puissent venir bénéficier de ce que l'on propose au quotidien auprès des jeunes pour lesquels on a un agrément. En tous les cas, on a une multitude de partenaires. Ensuite, ce qui est important de relever, on est vraiment sur une volonté de développer cette coopération avec les entreprises sur le territoire de Granville. Là, il y a un enjeu, Lisa Pommier l'évoquait tout à l'heure avec le chargé d'insertion socio-professionnelle, c'est comment on va fidéliser le lien avec certaines entreprises ces entreprises qui ont une ambition, en tous les cas, d'embaucher des personnes en situation de handicap à terme. Et donc, on a réellement le souhait de tisser ce lien, d'établir un réseau. Et c'est en cela que le réseau Sud-Manche Pays Virois peut être aidant quant à fidéliser un certain nombre d'entreprises sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur Granville ou autre. Et pour pouvoir avancer de ce côté-là, je dirais que les ressources et les forces que nous pouvons avoir, c'est évidemment un plateau technique très, très varié, puisqu'on a évoqué donc des éducateurs techniques, mais il y a aussi de l'autre côté un service santé avec un psychologue, une orthophoniste, une psychomotricienne, une ergothérapeute, des référentes de soins en qualité d'infirmière. Des services aussi, des services généraux, services d'entretien, services maintenance, qui sont là aussi des lieux possibles pour pouvoir répondre à un jeune qui aurait besoin de découvrir tel ou tel métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement ouvert, ou on n'ouvre pas simplement nos ateliers professionnels, mais aussi nos services, notre service de restauration adapté. À titre d'exemple, on a une stagiaire du lycée professionnel qui vient faire un stage auprès de l'agent de restauration. Donc, faut bien prendre en considération qu'on a une possibilité très, très variée et très, très large en termes de réponses à apporter face à un jeune qui aurait un besoin particulier dans le champ de l'insertion professionnelle. D'accord. Vous avez été très précis justement sur l'offre que vous êtes en capacité de produire sur le territoire et dans le cadre du collectif. Est-ce que vous avez des attentes de la part des partenaires, qu'ils soient droit commun, médico-sociaux, IAE? Est-ce que vous avez des attentes particulières, des réponses que vous auriez besoin d'aller chercher chez un partenaire qui aurait les compétences adéquates? Nous, actuellement, là, le collègue chargé d'insertion travaille pas mal avec Cap Emploi et du coup, on a des offres d'emploi, par exemple, qui sont communiquées et ça permet quand même de guider les jeunes en fonction de leurs projets sur différents lieux. Je ne vais pas dire qu'on a besoin de enfin, c'est pas du tout le cas. Après, j'ai du mal à identifier précisément. Après, ce qui est vraiment caractérise peut-être nos difficultés, c'est d'avoir quand même une certaine méconnaissance de ce que peuvent proposer les acteurs du territoire.
Et ça, c'est tout l'enjeu aussi, encore une fois, de nos échanges, de nos présentations. Mais on est obligé régulièrement de réinviter les différents partenaires pour qu'ils représentent un peu leur service et leurs réponses possibles. Je dirais que nous, l'enjeu, il va surtout se situer là. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un champ où il y a eu aussi des habitudes de s'appuyer sur le droit commun et donc les professionnels de terrain ont déjà cette habitude d'aller frapper à la porte de nos collègues qui pourraient apporter un besoin en particulier. Après, moi, je réfléchis en même temps. Si le besoin, en fait, quand même, parce qu'on travaille plutôt bien avec les entreprises, les petites entreprises, ça c'est assez facile. Après, on a quelques grosses entreprises dans la région, c'est plus compliqué. Et là, c'est vrai que d'avoir une porte d'entrée, un accès, un échange avec quelqu'un, ce serait vraiment intéressant parce qu'on a quand même quelques grosses entreprises qui sont complètement fermées, hermétiques au contact qu'on essaye de prendre, alors qu'effectivement avec le Carrefour Contact d'à côté, avec l'enseigne de magasin, qui est pourtant une chaîne d'ailleurs, mais où là il y a un contact qui se fait bien, mais dès que c'est des entreprises un peu plus grosses, là c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est de pouvoir avoir quand même peut-être des contacts, des contacts avec certaines entreprises. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu contact avec des chargés d'études de la GFIP qui, eux, sont en charge justement des grosses entreprises et de l'information, de la sensibilisation de ces grosses entreprises? Est-ce que c'est un contact qui serait nécessaire à mettre en œuvre sur le territoire, à faire venir un chargé d'études de la GFIP pour qu'il vous explique et vous montre dans quelle mesure il est en capacité d'intervenir sur les structures plus importantes? Oui, ça pourrait, parce que c'est vrai qu'on a quand même des infos sur comment aménager et les aides que les entreprises peuvent avoir. Par contre, effectivement, ça mériterait quand même d'avoir plus d'infos, et notamment sur le point que vous évoquez là. Oui. D'accord. Après, vous évoquez la GFIP, mais il y a aussi au niveau de la fonction publique. Je pense que ce serait important d'avoir un chargé d'études au niveau du FI-PHP, puisqu'il y a quand même des expériences qui sont menées avec certaines mairies à côté de grandes villes pour des stages, des mises en situation de stages. Et il y a une méconnaissance, encore une fois, de ces différentes possibilités qu'on peut offrir et que les collectivités territoriales peuvent offrir aussi de leur côté. Donc, ce serait intéressant de trouver ce pont aussi du côté de la fonction publique. C'est vrai qu'on pourrait solliciter M. de Pesquidou, mais il est en charge de tout le Grand Ouest, donc il est extrêmement pris. Par contre, ce que je peux faire, moi, c'est imaginer rentrer en contact avec Daniel Bardou, qui, lui, pourrait venir vous rencontrer dans le cadre du collectif, hein, pour vous présenter les actions du FIP et notamment la notion de conventionnement avec les fonctions publiques, hein, qu'elles soient territoriales, éducation nationale ou hospitalière. Il travaille avec les 3 fonctions publiques. Donc là, l'interlocuteur, ce serait à mon avis plus M. Bardou, hein, en complément de la GFIP. C'est vrai que pour l'instant, avec les collectivités territoriales, ça fonctionne bien, mais on ne voit pas forcément poindre derrière une ouverture de poste ou une embauche. C'est-à-dire que ça ne s'inscrit pas forcément dans une continuité. Il y a une première phase qui se fait bien en termes de mise en situation de stage, première expérience, mais on ne voit pas forcément aboutir un autre projet derrière. Alors qu'on sent poindre et auprès de certaines entreprises privées une volonté de mettre le jeune en situation, enfin d'accueillir le jeune en situation de stage, et pourquoi pas d'aller plus loin en termes d'embauche. C'est vraiment des toutes petites expériences que je nomme et qui sont somme toute assez récentes. Alors, justement, pour revenir sur le FIPHFP, l'objectif de M. de Pesquidou, qui est donc le chargé de mission Grand Ouest, hein, je vous l'ai dit, c'est bien de conventionner avec les différentes structures de la fonction publique sur les territoires, hein. Donc, on peut imaginer, par exemple, un conventionnement FIPHFP avec la mairie de Granville, hein, qui déboucherait cette fois pour partie sur de l'accueil en stage,
mais aussi avec des objectifs de recrutement pérenne. Voilà. Mais ça, moi, je ne suis pas qualifié pour en parler plus avant. Hein. C'est leur métier, ce n'est pas le mien, finalement. Après, ce qui serait intéressant de creuser ensemble, c'est aussi comment on arrive conjointement à sensibiliser un certain nombre d'entreprises au handicap. Parce que très souvent, il y a une appréhension à la fois chez les employeurs et chez les salariés. Et je pense qu'il y a un enjeu fort de ce côté-là. Comment nous, de notre côté, en tant qu'établissement du médico-social, on peut être force de proposition et surtout œuvrer contre à démystifier les questions du handicap et quant à l'embauche d'un travailleur en situation de handicap et comment il peut devenir une plus-value pour l'entreprise. Alors, ça fait partie des missions, notamment des Cap Emploi, hein, que de faire de l'information sensibilisation du monde économique sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Hein. Après, comme je vous le disais, on a les chargés d'études AGFIP qui, eux, sont sur ce que je vais appeler les gros comptes, hein, les gros contributeurs, justement pour établir avec eux une politique à plus long terme, avec un conventionnement avec la GFIP, voire avec un accord d'entreprise à terme. Hein. Et là, on entre sur des démarches plus lourdes avec un chargé de mission handicap au sein de l'entreprise qu'il va falloir former, sensibiliser. Enfin, voilà, on est sur du long terme. Hein. Mais il y a déjà des choses enclenchées dans ce sens-là. Je vois qu'il y avait une question de Monsieur Morus à propos de l'hébergement. Je vous laisse la parole, Monsieur Morus. Je vais me rappeler de la question. Globalement, c'était de savoir si, au niveau de l'hébergement, vous êtes sollicité pour des demandes très ponctuelles avec un objectif précis à travailler dans une échéance précise par les parents ou les jeunes. On va dire, par exemple, savoir où laver son linge ou autre chose. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une demande nouvelle que vous avez dans l'internat ou est-ce que quand on est en hébergement, on est vraiment toute l'année en hébergement? Ce n'est pas une demande qu'on a. Pour l'instant, on est à toute l'année parce que les jeunes ont plutôt envie, la plupart ont envie d'aller en appartement. Donc, en fait, c'est vrai que ce n'est pas ponctuel, mais c'est vrai que ça pourrait très bien être effectivement sur une demande très précise. Et oui, ça, ce serait complètement possible. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Je peux en profiter pour poser une deuxième question. Si, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vivez la même chose sur le Sud-Manche, mais au niveau du Calvados, par contre, on se rend compte que les jeunes de plus de 16 ans, on en a de moins en moins. C'est-à-dire que la MDPH ne prononce quasiment plus de notifications pour les jeunes qui sortent du lycée, par exemple. Donc, en fait, c'est vrai qu'à terme, on se dit qu'il va y avoir une évolution à penser au niveau des divers ateliers, et comme on est un peu sur la même définition que la vôtre. Et est-ce qu'aujourd'hui, le concept de dispositif vous permet d'ouvrir vos ateliers, et je dirais qu'on parle là du coup d'inclusion, c'est d'inclusion dans les deux sens, d'ouvrir vos ateliers à des personnes qui seraient, je dirais, en difficulté avec un retour vers le travail et qui auraient besoin plutôt de prérequis avant de pouvoir se tester véritablement l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou est-ce que c'est encore aujourd'hui trop flou du fait qu'on a les notions notification je ne sais pas si je suis clair dans ma demande. Hein. Si, après, oui, une notion de notification, mais après, il y a toujours, c'est pas des bidouilles, mais un peu conventionné. Ouais, du stage ou des choses comme ça. Mais après, pour l'instant, en ce moment, on ne le fait pas. On l'a déjà fait et ça peut complètement. C'est vrai qu'on n'a plus de notifs, très peu. On a quelques-unes, très peu de notifs de jeunes de plus de 16 ans. Après, pour l'instant, pour ceux qui… On a encore quand même pas mal d'effectifs aussi. Et on voit qu'on a aussi des accompagnements de plus en plus lourds, je dirais, avec des difficultés plus importantes. Et parce qu'effectivement, maintenant, les jeunes orientation travail, il y en a de moins en moins. Par contre, on a quand même des jeunes qui arrivent et au niveau du CES Pro, on va se retrouver à un moment donné avec quand même un certain nombre de jeunes, notamment polyhandicapés. Et il va falloir aussi reprendre ça. Oui, voilà. On voit bien une évolution au sein du dispositif, c'est-à-dire qu'on a un côté presque hyper spécialisé au regard des besoins des personnes, avec
une grande dépendance, avec des jeunes qui ont besoin pratiquement d'être sur du 1 pour 1 au niveau de l'aide humaine. Et c'est vrai que les autres jeunes sont des dispositifs de droit commun. Maintenant, c'est tout l'enjeu, pour répondre aussi à ta question, Stéphane, c'est tout l'enjeu du SPMO de plus de 15 ans. C'est-à-dire que là, on peut penser qu'il va y avoir une évolution en termes de demande dans le cadre du service mobile, et c'est comment on ouvre, et ça on le fait déjà pour 2 situations, on ouvre nos ateliers professionnels à ces jeunes-là. Donc, tu vois bien, donc cette complémentarité, c'est comment on se sert des services déjà existants, et avec des possibilités d'accueil, soit à temps partiel, soit sur du mi-temps. Enfin, voilà, c'est très, très modulable tout ça, finalement. D'accord. Alors, dans le cadre de la pré-professionnalisation, il me semble me souvenir que Madame Chevalier proposait aussi éventuellement l'accueil de jeunes en stage, en découverte métier, de choses comme ça. Est-ce que Madame Chevalier, vous souhaitez vous exprimer là-dessus? Oui, alors j'étais en train d'écrire petite question aussi. Oui, alors nous, c'est des choses qu'on a envisagées, effectivement. Alors, faudra étudier la demande, le profil. Voilà, on ne pourra pas se permettre de pouvoir accueillir sous forme de stage, en fait, beaucoup de personnes en même temps, puisqu'on a déjà nos effectifs en place. Mais oui, c'est des choses qu'on voulait mettre à disposition, en fait, pour pouvoir aussi, nous, avoir un regard et faire un retour à l'éducateur qui suivrait la personne. Voilà. Alors, nous, on n'est pas un milieu semi-protégé, mais c'est vrai qu'on reste un chantier d'insertion. Donc, les personnes qu'on reçoit ne travaillent pas comme dans un milieu ordinaire, ou en tout cas, on a cette vigilance-là aussi de pouvoir adapter en fonction des problématiques. On reçoit là, on a des places pour des travailleurs handicapés, on reçoit des personnes qui ont déjà une reconnaissance, ou pour qui, une fois sur le chantier, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des difficultés, et dans ce cas-là, on travaille avec eux, effectivement, un dépôt de dossier. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on peut envisager, et que je présenterai du coup dans le cadre de ma présentation. Là, Madame Dumas, vous n'êtes pas trompée, c'était bien moi le 8 novembre. Est-ce que je peux en profiter pour poser ma petite question? Oui, allez-y. Eh ben, c'était exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Est-ce que vous êtes ouvert à pouvoir recevoir un public qui viendrait du chantier, qui serait en insertion dans le cadre de stages, pour des personnes qui n'ont pas aujourd'hui de reconnaissance travailleur handicapé ou orientation particulière de la MDA, mais pour qui, nous, on peut voir des difficultés sans même savoir si effectivement on parle de handicap, de déficience ou non. Voilà, on peut recevoir, nous, parfois des gens où on se dit que c'est peut-être un peu juste pour aller vers le milieu ordinaire. Et voilà, un stage pourrait vous permettre aussi d'avoir votre retour. On l'a fait justement avec PEPS, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Et vous l'avez fait au niveau du CPFA, je crois. Non. Par contre, c'est une personne qui est venue en stage auprès d'une éducatrice technique en blanchisserie. Elle est venue sur une quinzaine de jours, et effectivement, l'objectif, c'était d'évaluer. Alors après, on n'a pas formulé les choses comme ça, mais voilà, d'évaluer la faisabilité elle voulait être éducatrice, donc on a pu évaluer ça. Donc oui, ça, on l'a fait. Alors là, ça serait plutôt d'avoir pas ce regard-là, c'est-à-dire que là, elle venait effectivement, elle avait pour projet d'évoluer dans le monde de la lingerie, et pourquoi pas effectivement un profil d'aide éducateur, moniteur éducateur. Voilà. Là, c'est plutôt ma question est plutôt orientée pour des personnes pour qui on se demande si le milieu. En fait, l'idée, c'est d'appuyer, pourquoi pas, un futur dépôt de dossier pour une orientation en milieu. La difficulté, ça va être un petit peu plus en termes d'âge, par contre.
C'est-à-dire que, Et voilà, c'était la suite de ma question. Et si oui, jusqu'à quel âge on peut envisager? Alors nous, on reçoit aussi des jeunes. Hein. Là, où je vois, on a notre plus jeune à 18, 19 ans. Hein. oui, ah bah là, on est dans la tranche d'âge. Après, on va être presque, ce serait à discuter effectivement en lien avec les collègues du CPFA, du secteur adulte. Moi, on n'est pas du tout fermé à ça. Après, il faut voir ce qui est le plus pertinent en fonction de l'âge de la personne et du profil. Parce que sur on peut aussi penser, des mises en situation en ESAT ou des choses comme ça. Parce que nous, on va être quand même à 19 ans, sur les ateliers professionnels où la moyenne d'âge, elle est autour de 16-17 ans, ça peut être plus compliqué, quoi. Mais après, pas fermé du tout sur le principe, on peut en échanger avec vous. Et puis, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est d'en discuter avec Madame Gauthier et du CPFA aussi, quoi, pour voir en fonction du profil et des besoins ce qui est le plus opportun. Mais pas du tout, mais du tout. Et si j'ai bien compris, vous avez besoin aussi qu'on aille vérifier la situation de handicap de la personne, Oui, voir si puisqu'il peut y avoir un doute de ce côté-là. Oui, c'est ça. En fait, parfois, là, c'est le cas. Hein, je pense à une personne qu'on a sur le chantier où, avant de rentrer, il avait fait différents stages. Voilà, le milieu ordinaire était un peu compliqué pour lui en termes de rythme, etc. Mais il n'y a pas, parallèlement à ça, il n'y a pas de pathologie posée. Ce serait plutôt des carences éducatives qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il est un petit peu en retard sur beaucoup de choses, l'autonomie, etc. Avant son entrée chez nous, il avait fait un stage au CPFA et a priori, il était beaucoup plus à l'aise là-bas. Et du coup, on avait eu ce retour-là, dire bah oui, bah, effectivement, c'est peut-être le milieu qui est le plus adapté. Et nous, dans la constitution des dossiers, en fait, hein, quand on accompagne les gens, bah, ça permet aussi d'appuyer, voilà, en disant il a pu aller se tester. Et lui est revenu en disant je pense que c'est plus adapté pour moi, et la personne qui l'a accompagné dans le cadre de son stage dit oui, effectivement, il pourrait dépendre de nos services, quoi. C'est en cela que le critère d'âge, je pense, va être primordial, soit entre le CPFA, soit du côté du DIV, pour que ce soit le plus représentatif pour la personne en conséquence. Si je peux me permettre, ça m'amène une question. Dans quelle mesure est-ce que vous sollicitez les entreprises adaptées, justement, comme alternative au milieu protégé qui est accessible que sur notification, donc avec toutes les complications que ça suppose, avec un diagnostic préalable, etc. Est-ce qu'un stage en entreprise adaptée ne peut pas être une réponse intermédiaire, justement, pour faire un état des lieux? C'est pour nous la question? C'est un petit peu pour tout le monde. Que nous, on fait des stages en entreprise adaptée, oui, en fonction des projets des jeunes, quoi. Oui. Si vous voulez, on avance dans notre philosophie d'intervention. C'est-à-dire qu'on essaye de penser d'abord la possibilité de stage dans l'entreprise ordinaire. Vous voyez, et donc, c'est vrai que là, avec le nouveau chargé d'insertion socio-pro, on relance une dynamique, hein, très, très clairement, pour voir si d'emblée, on ne peut pas faire cette proposition à la personne. Alors, l'idée, c'est pas de l'envoyer, hein, excusez-moi du terme, au casse-pipe, c'est pas ça. Mais vraiment, est-ce qu'on s'est donné les moyens d'abord d'aller vérifier la compétence, la capacité de pouvoir appréhender ne serait-ce qu'un stage en milieu ordinaire. Ça, après, on fait un bilan, c'est positif, il y a des choses à améliorer. On pense qu'il vaut peut-être mieux aller vers une entreprise adaptée ou un ESAT dans un second temps, et pourquoi pas revenir 2-3 ans après vers un stage au sein d'une entreprise. C'est vraiment de se dire, est-ce qu'on s'est donné les moyens, est-ce que la personne s'est donné les moyens pour vraiment voir, évaluer ses capacités au sein d'une entreprise ordinaire. Voilà, moi, mon idée, c'était bien ça. Hein, c'était l'entreprise adaptée dans le cadre d'un CDD tremplin, par exemple. Ouais. Hein. C'est-à-dire avoir une montée en charge progressive vers le milieu ordinaire de travail, quelque part à l'inverse de ce que vous proposez, à viser le milieu ordinaire, quitte à réduire un peu la voilure. Je prenais un petit peu, mais volontairement, hein, le problème dans l'autre sens. Voilà, pour lancer un peu le débat.
À titre d'exemple, on l'évoquait avec Lisa encore la semaine dernière, notre principe, si on se situe sur les plus jeunes, c'est que les enfants sont d'abord inscrits dans l'école, alors soit d'origine, soit au sein de notre unité classe inclusive des deux écoles de Grandville. Mais quelle que soit leur situation de handicap, ou quel que soit leur handicap, ils sont inscrits d'abord dans ces écoles-là. Et après, on voit si, comment dire, les services dits spécialisés peuvent venir en appui ou en soutien d'un projet de scolarisation ou d'un projet d'éducation. Et donc, on raisonne réellement de la même manière au niveau des jeunes ados. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions qui se poseraient? Alexandra? C'est pas exactement en lien avec le pôle, mais ça reste là sur ce que vous venez de dire, Monsieur Bourdon, au niveau de l'éducation nationale, par rapport à l'accompagnement donc en milieu ordinaire. Vous avez des temps justement d'information, sensibilisation auprès des enseignants pour faciliter le volet inclusif ou enfin comment ça se passe Oui, ça c'est, je pense que c'est commun aussi au niveau des CESAD, hein, dans le sens où les éducateurs spécialisés, la référente de soins, infirmières, font des sensibilisations, des informations handicap au sein des établissements scolaires, soit dédiés au sein d'une classe, soit directement au sein d'une école ou d'un collège. Ça peut être aussi directement auprès d'une équipe pédagogique associant des agents de la restauration, des agents d'entretien de l'établissement scolaire. Donc ça, c'est vraiment une pratique régulière qu'on peut avoir là déjà depuis quelques années. Maintenant, ce qu'on souhaite développer, et en tous les cas, on est aux prémices du développement du pôle de circonscription, du pôle ressources, pardon, de la circonscription de l'éducation nationale de Granville, qui va nous permettre aussi, il me semble, à terme, de pouvoir sensibiliser les enseignants, les directeurs d'école, mais en amont. Et bien en amont, et pas simplement quand l'enfant arrive dans l'école, l'enfant en situation de handicap, lorsqu'il arrive à l'école. Donc, on travaille déjà en prise directe avec les écoles concernées, mais notre objectif et notre idée, c'est de participer à la formation bien en amont de l'arrivée des jeunes. Donc ça, c'est en cours de développement. On participe aussi au stage école que propose l'éducation nationale. Donc, il y a systématiquement un professionnel de chez nous, plus la coordinatrice pédagogique qui est détachée de l'éducation nationale, qui participe au stage école des enseignants ou auprès des futurs enseignants. Donc, l'idée de ces stages écoles, eh c'est de les informer, les sensibiliser à un type de handicap. Donc, c'est à peu près 3 stages dans l'année et d'en faire des retours d'expérience. C'est-à-dire que l'enseignant aura eu des informations et des conseils même quant à la mise en œuvre de sa pédagogie. Et quelques mois après, de refaire ce retour d'expérience. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a engendré en termes de résultats? Et donc, c'est une pratique qu'on mène depuis maintenant 2 ans sur la circonscription de Grandville. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, avant de clôturer… J'aurais envie de dire, parce que là, c'est vrai que j'ai évoqué la question du primaire, mais il y a tout un travail au niveau des lycées professionnels, au niveau des lycées d'enseignement général. Il y a un gros travail de ce côté-là en termes de sensibilisation auprès des équipes pédagogiques. Et comment, encore une fois, il peut y avoir cette coopération entre l'enseignement secondaire et puis nos établissements. On voit bien que certains lycées restent sur leur programme,
de faire le pas de côté par rapport à certains élèves en situation de handicap, ça reste compliqué. Et je m'interroge aussi et toujours sur la question de la qualification des jeunes que nous accompagnons de notre côté, à sortir avec une qualification, avec un diplôme qui serait reconnu par la suite. Et ça, de ce côté-là, on a eu une expérience, en tous les cas, on a voulu mener une expérience avec le lycée professionnel, qu'elle soit validée en partie d'un CAP. Et on a bien vu que ce projet-là n'a pu aboutir pour des questions administratives qui nous lient avec le rectorat. Donc, tout à l'heure, on évoquait la question de différents et compétents avec la RAE, mais quand est-ce que cette RAE deviendra réellement une qualification reconnue auprès des employeurs dans les années à venir? La RAE est amenée, bien sûr, à se développer. Ce qui est envisagé là dans l'immédiat, c'est aussi de l'étayer avec les badges numériques. Puisque la région Normandie est très, très investie sur la question, le département de la Manche aussi. Donc, si on arrive à terme à cumuler la RAE et les badges numériques avec des valeurs communes à un territoire, ça prend toute sa valeur. Et certes, ce ne sera jamais un diplôme éducation nationale ou ministère du Travail, mais l'essentiel étant que ça ait de la valeur aux yeux des employeurs. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on arrive à terme du temps imparti. Est-ce qu'il y aurait d'éventuelles dernières questions? Non? Moi, j'en ai une petite dernière juste pour confirmation, à savoir que c'est bien vous, Madame Pommier, qui êtes la référente pôle pour le dispositif. Oui. Bon, donc on est tous bien d'accord. Si un des acteurs du territoire a une sollicitation à faire, il s'adressera à vous. Oui. D'accord. Bah, écoutez, merci à tous de votre attention. Je tâche de mettre cette présentation en ligne assez rapidement, à condition que techniquement je me mette à niveau. Et puis, je vous assure que je vais faire mon possible. Et en espérant vivement que l'enregistrement ait bien fonctionné. Sinon, on recommencera, monsieur. Parfait. Merci à vous pour l'animation. Mais je vous en prie. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.